Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Aujourd'hui, Inès, Ava, Gabriel, Rodrigue, Marius et moi-même Blanche avons choisi d'aborder la question de l'engagement des jeunes en interviewant la politologue et sociologue Anne Muxel qui nous fait l'honneur de venir répondre à nos questions. Anne Muxel est directrice de recherche au CNRS en sciences politiques et directrice déléguée du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Elle est notamment co-autrice avec Martial Foucault de l'ouvrage Jeunesse engagée, publié en 2023 aux éditions Presse de Sciences Po, et de Politiquement jeune, publié en 2019 aux éditions de l'Aube. Anne Muxel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Adorables et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première que nous voudrions vous poser est « Qu'est-ce que l'engagement à proprement parler selon vous ?» Alors c'est une belle question que vous essayez d'explorer dans ce podcast. L'engagement, c'est quand même la disposition qu'ont les individus pour dépasser leurs seuls intérêts individuels, leurs seules préoccupations personnelles, pour prendre en charge et s'engager justement pour des préoccupations plus collectives, plus générales. Donc l'engagement, finalement, c'est ce passage de soi vers autrui, c'est ce passage de l'individu vers le collectif. Est-ce que les actions ponctuelles, telles que manifester, voter, liker ou transférer certains messages engagés sur Internet, constituent, selon vous, des formes d'engagement ? Ou est-ce que l'engagement est forcément sur le long terme ? Alors, votre question invite à préciser quelque chose, c'est-à-dire que par engagement, si on retient la définition que j'ai donnée tout à l'heure, il y a une dimension dans l'engagement qui relève de ses convictions, de ses valeurs, de ses idées. Et puis après, il y a la question du passage à l'acte, parce qu'on peut se sentir engagé, c'est-à-dire qu'on peut se sentir concerné, impliqué par une question. Par exemple, on peut se documenter, s'informer, participer à des débats. Après, la question, c'est de s'engager au sens de passer à l'acte d'une action. Et votre question, effectivement, renvoie à la question des actions possibles qui expriment un engagement. Alors, il y en a beaucoup, il y a tout un spectre d'actions possibles, des plus minimes, les plus élémentaires. Je dirais que, par exemple, l'acte de s'informer, mais aussi l'acte de s'inscrire sur les listes électorales, l'acte de voter, ça fait partie, effectivement, des engagements élémentaires du citoyen, qui relève directement du répertoire civique auquel chacun doit se référer pour manifester son appartenance à une communauté, à une collectivité. Mais il y a aussi des actions plus engageantes. C'est vrai que déjà, si on va participer à une manifestation, si on s'engage dans une association, si on adhère à un parti politique, si on adhère à un syndicat, on voit bien là qu'il y a des engagements qui s'expriment au travers d'actions qui demandent non seulement du temps, mais de la disponibilité personnelle et quelquefois des engagements physiques. Participer à une manifestation ou quand on est militant dans un parti politique, ça demande aussi toutes sortes de tâches qui supposent un engagement physique. Et puis après, il y a aussi des engagements plus extrêmes, des engagements qui vont jusqu'à l'acceptation de mourir pour la cause que l'on va défendre, ou des engagements qui peuvent s'inscrire dans un cadre patriotique, en cas de guerre. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand on les interroge, je fais beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études, 60% des jeunes disent spontanément, quand on leur pose la question, si le pays était en guerre ou menacé, eh bien, ils répondent qu'ils seraient prêts à s'engager pour leur pays, y compris en allant jusqu'au risque d'y perdre la vie. Donc ça, on voit bien que dans cette dimension patriotique, l'engagement est extrême. Mais il y a aussi des engagements extrêmes qui peuvent conduire des individus à adopter des conduites qui n'ont pas de cadre, par exemple, ni de place dans un régime démocratique. Les terroristes peuvent effectivement agir au nom de causes qui leur semblent importantes à défendre, qui peuvent conduire aussi au pire. Donc vous voyez que dès l'instant où on parle d'engagement, il y a évidemment toute une palette, non seulement d'actions, d'actes, de formes d'expression possibles, mais aussi toute une palette d'actions
qui n'ont pas la même légitimité dans un cadre d'une citoyenneté démocratique. Donc ça, c'est aussi cette question des seuils, qu'est-ce qui est légitime ou pas dans les actions d'engagement. C'est quelque chose aussi qui mérite interrogation. Alors avant de poursuivre, nous vous proposons d'écouter ce petit micro-trottoir que nous avons réalisé auprès d'adolescents que nous avons interrogés sur ce thème. Il y a beaucoup de choses à améliorer en ce moment, notamment en France, mais dans plein d'autres pays. C'est assez ridicule le fait que par rapport à ton orientation sexuelle ou par rapport à ta couleur de peau, on te mette dans des cases, il faudrait évoluer par rapport à ça. Le droit de vote, je pense que c'est ultra important, sachant que les taux d'abstention aux dernières présidentielles et aux législatives ont été exorbitants. La déforestation, le changement climatique, c'est des sujets où on n'en parle pas assez, même si on en parle de plus en plus. Et je pense que ce serait important, rien que pour les jeunes, de leur permettre de faire plus de choses plus facilement. Je sais que l'État a mis en place une plateforme pour s'engager dans différentes associations pour aider, ça s'appelle jeveuxaider.org et je sais que ça a été très pratique. Il y a certains organismes comme la Croix-Rouge, le SNU, rien que l'éco-école là où je suis, où je pourrais m'engager dedans. Enfin, mon engagement c'est juste quand j'en parle avec les gens autour de moi, mais c'est pas quelque chose de formel. Je suis pas inscrit dans une association, je suis pas inscrit dans un syndicat, il n'y a rien de concret. M'engager de manière militante, vraiment, non. Enfin, je l'ai jamais fait en tout cas. Je me suis jamais engagé pour une cause. D'accord. J'ai participé à l'éco-école pendant plusieurs années, mais avec la masse de devoirs, j'ai dû arrêter. J'ai quelques amis qui s'engagent. Après, ils le font à leur échelle, quoi. Nous, notre groupe d'amis, tout le monde est un peu engagé. Après, il y a engagement et engagement. Il y a engagement manifesté tous les jours et engagement manifesté de temps en temps. On n'a pas tout à fait l'âge d'apporter quelque chose au niveau de l'engagement, surtout en ce moment. On a d'autres choses à faire, etc. Mais je suis certaine que plusieurs de mes proches donneront ou participeront même à plusieurs associations dans le futur quand ils pourront. Ces témoignages font entendre un certain décalage entre les thèmes qui touchent les jeunes, tels que le climat ou les inégalités, et leur engagement réel qui est souvent assez faible. Donc est-ce que cela reflète ce qui se passe à l'échelle nationale ? Et en d'autres termes, est-ce que les adolescents en France ont du mal à s'engager ? Moi, en tout cas, dans mes travaux, depuis maintenant de nombreuses années, je constate qu'il n'y a pas de dépolitisation de la jeunesse. Contrairement à ce qui est souvent véhiculé dans les discours ambiants, par les médias, d'une forme d'apathie civique de la jeunesse, de détachement par rapport à la politique, eh bien, je crois qu'il faut au contraire dire, parce que c'est mesuré au travers de toutes les enquêtes, que les jeunes ne sont pas du tout désinvestis de l'intérêt qu'ils peuvent porter à la politique, mais aussi des engagements qu'ils peuvent manifester par rapport à des préoccupations très concrètes comme celles que l'on vient d'entendre dans cette petite enquête que vous avez conduite. Et donc, les jeunes sont plutôt engagés. Par exemple, j'ai pu mesurer qu'en matière de climat et de préoccupations pour l'écologie et l'environnement, parmi les 16-18 ans en France, un échantillon représentatif de la population française scolarisée dans des classes de seconde, donc 1 sur 5 avait déjà participé à une marche pour le climat. C'est quand même beaucoup. Et donc ça, on a tendance simplement à le minorer, ou en tout cas ce n'est pas suffisamment pris en compte par le discours ambiant. Même chose au moment de la crise sanitaire entraînée par la pandémie de Covid-19, eh bien, on a pu vérifier que beaucoup de jeunes qui étaient pénalisés par les mesures de distanciation sociale, d'isolement, notamment dans les populations étudiantes, c'était quand même très préoccupant pour eux, puisque l'âge de la jeunesse, ce n'est pas un âge où on doit se trouver limité dans ses échanges avec les autres, dans ses interactions personnelles ou dans sa mobilité. Bref, en tout cas, pendant cette période, eh bien, il y a eu beaucoup d'engagements, que j'ai appelés des engagements de proximité, à l'initiative de jeunes, d'entraide entre eux, mais aussi d'entraide auprès de populations plus âgées ou de populations qui avaient besoin d'aide. Donc en fait, les jeunes, quand on observe à l'échelle de ce qui se passe en France, eh bien, aujourd'hui, ils sont plutôt plus engagés que les populations plus âgées. Donc à la question, les adolescents ont-ils un problème avec l'engagement ? Non, ils n'ont pas de problème avec l'engagement.
Après, il y a effectivement un retrait, une distance plus importante, qui s'inscrit d'ailleurs dans une crise générale de la représentation politique en France, dans une défiance qui pèse à l'encontre des institutions politiques comme du personnel politique, mais qui touche l'ensemble de la population, et qui fait que dans ce cadre de désenchantement démocratique, de défiance à l'égard des institutions, eh bien, l'abstention n'a cessé de progresser. Donc c'est vrai que le rapport aux jeunes, que les jeunes ont au vote, a changé de nature. Ils considèrent davantage aujourd'hui le vote comme un droit, mais aussi avec lui le fait que l'abstention peut être aussi de plus en plus considérée comme un droit, alors que pour les générations antérieures, plus anciennes, eh bien, le vote exprimait surtout un devoir. Les générations plus anciennes, enfin qui ont 65 ans et plus, elles avaient l'habitude d'aller voter de façon systématique à toutes les élections, parce que c'était un devoir de citoyen, même si l'élection ne les intéressait pas particulièrement, même s'il n'y avait pas forcément quelque chose d'important pour elles à défendre. Aujourd'hui, le modèle du comportement électoral qui s'est affirmé depuis maintenant une vingtaine d'années et dans lequel les jeunes entrent en politique, c'est celui d'un électeur intermittent qui va voter à certaines élections mais pas à d'autres, en fonction de sa disponibilité personnelle sûrement, mais aussi des enjeux qu'il va considérer comme importants ou pas par rapport à une élection donnée. Mais aussi en fonction du fait que l'abstention peut être utilisée aussi aujourd'hui pour envoyer un message politique de mécontentement à l'adresse des gouvernants. Donc vous voyez, ça a changé. C'est-à-dire que sur la scène électorale, sur la scène civique, associée donc à la représentation politique et au vote, c'est vrai qu'il y a plutôt un retrait, on va dire, du comportement électoral. Mais par contre, en matière d'engagement dans des associations ou de façon autonome ou dans des mobilisations collectives pour défendre des causes, il n'y a absolument pas de désengagement. Selon vous, quelles ont été les époques où les jeunes ont été le plus engagés politiquement ? Oui, alors c'est vrai qu'au fil de l'histoire, on peut identifier des périodes où les jeunes se sont distingués, on va dire, par des engagements, les engagements révolutionnaires, les engagements résistants. Évidemment, on peut effectivement dérouler l'histoire, mais il faut bien avoir en tête que même s'il y a des moments, je pense à mai 68, je pense aussi à la guerre d'Algérie, voilà, il y a eu des moments où les jeunes générations ont pu être plus mobilisées, c'était pas forcément tous les jeunes. Donc faut jamais sous-estimer le fait que ce que l'on appelle par exemple une jeunesse engagée ou ce que l'on a pu identifier comme des générations politiques, c'est parce que c'est vrai que certains événements ont pu fédérer des engagements significatifs de part importante de la jeunesse, mais c'est jamais toute la jeunesse. Et même en 68, on oublie que toute la jeunesse n'était pas dans le quartier latin en train de jeter des pavés sur les forces de l'ordre. Voilà. Simplement, voilà, on a tendance à réifier un peu le passé et à garder en tête une vision un peu romantique et arrangée des engagements de la jeunesse. Et encore une fois, je dirais qu'effectivement, dans le passé, la jeunesse, voilà, en fonction d'un certain nombre d'événements, s'est engagée, mais les jeunes, plus exactement, il vaudrait mieux d'ailleurs tout au long de ce podcast, plutôt que de parler de la jeunesse, parler des jeunes, parce que la jeunesse n'est en aucun cas un bloc homogène, une catégorie sociale, culturelle, politique aussi unifiée. Il y a des fractures sociales et politiques qui traversent la jeunesse, et selon effectivement ces fractures, les réponses des jeunes en matière d'engagement, mais aussi en matière de choix politique, en matière d'orientation idéologique, ne sont bien sûr pas les mêmes. Mais donc tout ça pour dire que la période historique
que nous vivons en ce moment est quand même une période qui témoigne, comme je l'ai dit précédemment, des engagements des jeunes. Par exemple, sur la question climatique, sur la question de l'environnement, pensons à Greta Thunberg, qui avait à peine 15 ans et qui a commencé à faire la grève de l'école en s'asseyant devant son école tous les vendredis, qui a entraîné derrière elle, dans le monde entier, à l'échelle du monde entier, des millions et des millions de jeunes adolescents qui se sont mobilisés pour la cause climatique. Est-ce que les périodes difficiles comme celles que nous pouvons traverser actuellement, que ce soit avec les différents conflits mondiaux ou encore le dérèglement climatique, conduisent plus au repli sur soi ou au contraire favorisent l'engagement parmi les jeunes ? Vous avez raison de poser cette question, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est marqué par beaucoup de brouillage en matière de repères politiques, de repères idéologiques, de valeurs aussi. On est dans un temps aussi marqué par des polarisations politiques assez extrêmes, assez fortes. On est dans ce contexte de globalisation économique, de mondialisation, avec des conflits effectivement qui n'arrêtent pas de monter en intensité, qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, au Proche-Orient, mais aussi dans bien d'autres endroits du monde, la montée des populismes aussi autoritaires que l'on voit s'imposer dans beaucoup de pays. Voilà, cette relative défiance finalement à l'égard des capacités de la démocratie et des régimes démocratiques à répondre aux attentes des gens. Bref, on est quand même dans une période où beaucoup de repères sont plus difficiles à identifier par les jeunes pour se faire une idée claire des positions à prendre, et que ça pourrait décourager dans un contexte en plus où l'impuissance des politiques apparaît avérée. C'est ce qui est généralement quand vous faites effectivement des micro-trottoirs, quand vous parlez avec les gens, les gens de plus en plus ont l'impression que les politiques n'apportent pas des réponses aux vrais problèmes. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs qui se sentent pas entendus, comme étant un peu la dernière roue du carrosse de la société française et plus largement européenne. Donc face à ce contexte de défiance envers les capacités du politique, parce que maintenant, les politiques ne doivent pas simplement agir au niveau national, elles doivent agir au niveau supranational, au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Ça peut donner le sentiment à beaucoup que faire, que c'est trop compliqué, et donc ça peut effectivement produire du découragement, des désengagements. Mais ça peut aussi motiver. Ça peut aussi motiver. S'ajoute aussi à ça quelque chose qui est quand même nouveau et qui mérite d'être pris en compte dès l'instant où on réfléchit à cette question des engagements, c'est le rôle joué par les réseaux sociaux, par le numérique, par Internet, par toutes les tentations pour des thèses, des théories complotistes auxquelles les jeunes, mais aussi les moins jeunes, cèdent volontiers parce qu'ils trouvent là des réponses justement à ces questions qui sont de plus en plus difficiles à appréhender, des réponses simples, simplistes, manichéennes souvent, et donc ça c'est un écueil. Je pense que votre génération doit surmonter tout particulièrement pour garder les idées claires et le goût de la vérité. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'engagement des adultes dans une société et l'engagement des jeunes ? Est-ce que, par exemple, le fait que les parents soient engagés favorise l'engagement de leurs propres enfants ? Alors ça, c'est un point très important, c'est la socialisation politique. Tous les travaux, les enquêtes dans ce domaine montrent que la famille est toujours un creuset de formation des identités politiques des individus. Et qu'effectivement, ce sont bien souvent les parents, mais pas seulement, ça peut être aussi d'autres membres de la famille, des grands-parents, qui véhiculent au travers de leurs exemples, de leurs discours, mais aussi de leurs pratiques ou de leurs engagements, des convictions, des valeurs qui peuvent orienter assez fortement la politisation, on va dire, et l'engagement des jeunes générations. Donc effectivement, ça c'est une corrélation forte qui perdure, et parce que c'est une transmission qui se fait par l'affectif, et parce que aussi c'est une transmission qui continue de se faire par la famille,
justement dans un contexte global, extérieur, de plus en plus difficile à identifier. Et donc du coup, eh bien, on va chercher chez ses proches des repères pour se retrouver. Est-ce que les adultes et les adolescents s'engagent de la même manière et sur les mêmes sujets ? Les préoccupations peuvent être partagées. Je dirais qu'aujourd'hui, la question climatique, la question de l'environnement, de l'écologie est quand même davantage portée par les jeunes générations. Mais bon, vous voyez bien que dans les programmes de certains partis politiques, dans les discours de certains adultes ou de certains responsables politiques, eh bien, c'est quand même des enjeux qui sont portés. Mais il y a une attention, je dirais, à la fois plus forte, mais aussi une urgence plus manifeste qui s'exprime du côté des jeunes générations, puisque les jeunes générations, voilà, c'est le futur de leur vie dont il s'agit. Dans les âges adultes, si j'ose dire, aujourd'hui en France, les préoccupations premières eh bien, sont celles qui renvoient aux questions du pouvoir d'achat, de la situation de l'emploi, bref, à tous les enjeux qui concernent les capacités des individus à trouver leur place dans le monde professionnel, à avoir une rémunération qui leur permette de vivre dans des conditions sociales et économiques possibles. Et donc c'est plutôt ces problématiques qui sont premières dans les générations plus âgées. Vous parliez plutôt de Greta Thunberg. Est-ce que vous pensez que les actions et les discours portés par les jeunes qui s'engagent sont entendus et ont un impact ? Oui, alors je pense que contrairement à ce que pensent souvent les jeunes du reste, de ne pas être entendus. Je pense que maintenant, sur la question climatique et sur les questions environnementales de façon plus large, les initiatives qui ont été portées par des jeunes et souvent des tout jeunes sont quand même dans la tête des responsables politiques. Donc je crois que les actions directes qui sont menées, souvent par des jeunes effectivement, ou des associations telles que Extinction Rébellion, avec une visibilité. Aujourd'hui, les engagements se font dans un cadre protestataire, souvent avec des actions suffisamment visibles pour que les médias puissent les relayer et effectivement pour que le message puisse passer. Donc oui, les jeunes peuvent être entendus. Il n'en reste pas moins que, voilà, il y a toujours ce hiatus entre les générations et notamment tout ce mouvement qui est parti de cette jeune députée au Parlement de Nouvelle-Zélande qui, alors même qu'elle prenait la parole sur la question de l'urgence climatique dans la foulée de ce que Greta Thunberg pouvait défendre, s'est fait reprendre par un député plus âgé en disant « mais c'est pas le plus important », etc. et que elle a envoyé ce mot à son adresse, dont vous avez peut-être entendu parler, « Ok boomer », d'un air de dire voilà, le monde, c'est plus vous qui allez le conduire, c'est nous. Ok boomer, vous pouvez toujours parler, mais vous nous avez mis dans cette situation périlleuse et difficile pour nous. Ok boomer, vous n'y comprenez rien, il y a urgence et nous allons faire les choses. Bon, voilà, il y a effectivement au plan générationnel, évidemment, ces clivages quand même qui persistent et qui existent. Vous avez montré que les jeunes étaient engagés et non pas égocentrés comme on peut parfois les caricaturer. Une autre image du jeune engagé semble subsister, qui peut parfois être violente. On pense par exemple au blocus lycéen qui dégénère ou aux émeutes urbaines suite aux violences policières. Est-ce que de tels clichés visent à décrédibiliser l'engagement des jeunes ou est-ce qu'ils sont justifiés ? Oui, alors ça c'est une bonne question, qui renvoie un peu à ce qu'on a évoqué au tout début, c'est-à-dire des seuils d'engagement ou des seuils d'acceptabilité pour la démocratie, pour la société, des actions qui peuvent être menées. Et c'est vrai que la ligne rouge, c'est la question de la violence. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes évoluent dans une culture politique qui est devenue une culture protestataire, à dominante protestataire, avec cette idée justement que c'est moins dans les urnes que l'on va pouvoir s'exprimer et changer les choses que dans des formes de participation
directe dans le cadre de la démocratie directe et participative. Et donc, les manifestations, la signature de pétitions, l'organisation de boycotts de certains produits, bon, il y a toutes sortes d'engagements, finalement, qui peuvent se faire et qui se font dans un cadre protestataire. Mais je dirais que, bon, donc ces engagements protestataires, jusque-là, ils peuvent être acceptés par la démocratie. Hein. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a le passage à la violence. C'est-à-dire que quand la violence introduit une situation de rupture par rapport à l'ordre établi, de confrontation directe et brutale et violente avec les forces qui incarnent cet ordre. Et donc là, on peut effectivement se poser la question de la tolérance de cette violence dans le cadre démocratique. Cette question se pose pour les jeunes, bien sûr, mais elle s'était aussi posée, par exemple, pour les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. La question de la violence, à un moment donné, a divisé le mouvement des Gilets jaunes. Il y avait ceux qui considéraient qu'il fallait continuer à manifester de façon pacifiste, et puis, il y a ceux qui, parmi les Gilets jaunes, disaient « non, on ne va pas être assez entendu. Pour être entendu, il faut effectivement passer à des actes violents de destruction, souvenez-vous, les manifestations sur les Champs-Élysées, de confrontation avec les forces de l'ordre, et c'est comme ça qu'on sera entendu. » Le mouvement des Gilets jaunes, il s'est aussi divisé là-dessus. Il y a la même chose aussi dans les mouvements lycéens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve chez les lycéens une majorité d'entre eux qui considèrent que de bloquer un établissement scolaire pour lutter contre telle ou telle réforme du gouvernement, bien oui, c'est une bonne chose, que c'est tout à fait possible. Reste après à savoir voilà, les conditions de ce blocage, jusqu'où on va. Est-ce qu'après ça peut passer effectivement à des actes plus violents où effectivement on déroge finalement à ce qu'un système démocratique peut autoriser. Donc aujourd'hui, vraiment ce qui domine, c'est cette culture de la protestation, hein, dans un cadre où justement la démocratie représentative est de plus en plus interrogée, mise en doute. Donc il y a cette volonté d'une expression directe dans un cadre de démocratie effectivement directe et participative. Mais voilà, jusqu'où aller ? La violence est définie quand même un seuil d'acceptabilité sociale et démocratique qui pose question. Puisqu'on parle d'école justement, l'éducation nationale se donne pour mission de promouvoir la citoyenneté. Or, l'école est tellement chronophage qu'elle peut entrer en concurrence avec l'engagement qui nécessite lui aussi du temps. Pensez-vous que des actions de bénévolat ou de service communautaire devraient être intégrées dans le temps et les programmes scolaires ? Oui, alors c'est une question importante. C'est vrai que l'école est chronophage, peut-être, mais l'école c'est aussi un lieu de socialisation où les jeunes passent beaucoup de temps et où font des apprentissages évidemment dans le champ de la connaissance, mais font aussi des apprentissages dans leur rapport avec les autres, dans la construction aussi de la citoyenneté, d'un vivre ensemble, à l'intérieur effectivement notamment du cadre scolaire, et qu'il y a maintenant dans toutes les écoles une représentation qui est organisée et une participation qui est souhaitée des élèves à un certain nombre de décisions qui concernent l'établissement. Donc ça existe et ça a de fait un impact réel. Par exemple, moi j'ai pu mesurer dans les études que les élèves qui s'étaient retrouvés par exemple délégués de leur classe, hein, dans le courant de leur scolarité, eh bien plus tard dans leur vie adulte, ce seraient des individus qui se montreraient plus engagés, qui participeraient davantage aux échéances électorales, qui auraient plus de chances, qui seraient plus susceptibles aussi de s'engager dans des associations, voire ou d'assumer à nouveau des responsabilités collectives. Donc on voit bien que cet apprentissage de la démocratie, plus il se fait de façon précoce, plus il laissera des traces durables dans la formation de ce que sera le citoyen. Et moi, de ce point de vue-là, j'ai toujours souscrit et rejoint les personnes ou les responsables politiques qui considéraient que l'abaissement du droit de vote à 16 ans était plutôt une bonne chose
parce que justement ça permet, alors même que les jeunes sont encore dans un cadre de socialisation assez structuré, familialement, scolairement, eh bien ça permet effectivement de faire cet apprentissage démocratique très tôt, et que plus on le fait tôt, plus on a des chances de le conserver plus tard. Pensez-vous plus généralement qu'on doit forcer les jeunes à s'engager ? On pense par exemple au réarmement citoyen annoncé par Macron lors de sa dernière prise de parole. Au même titre que l'on a des droits, devrait-il y avoir un devoir d'engagement ? Alors cette question, c'est intéressant, parce que c'est vrai que l'engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, suppose une démarche individuelle, et que dans le cadre de la conception que l'on a en France de la citoyenneté, il y a vraiment l'idée que la citoyenneté, eh bien, elle relève d'abord de la responsabilité de l'individu et d'un engagement personnel. C'est bien pour ça, par exemple, qu'en France, il n'y a pas de vote obligatoire, contrairement à d'autres pays, même des pays voisins. En Belgique, il y a un vote obligatoire. En Italie, il y a eu jusqu'à une date assez récente le vote obligatoire. Nous, on a une conception en France d'une citoyenneté responsable, engagée. On compte sur l'individu pour prendre au sérieux la question de ses devoirs, de ses devoirs de citoyen. Alors, je dis ça parce que votre question, elle renvoie aussi un peu à ça. Est-ce qu'on peut obliger les gens à s'engager ? Non, probablement. Il y a quelque chose d'antinomique. Mais c'est un peu comme ma réponse pour le droit de vote à 16 ans. Je pense que si on incite fortement, dès le plus jeune âge, y compris dans la structure scolaire des jeunes, à des engagements, donc par exemple, de ce point de vue-là, le SNU s'inscrit là-dedans, à vivre en fait cela, non pas comme une obligation, mais comme une expérience, dont on peut en retirer quelque chose, je crois que oui, c'est plutôt profitable. Et d'une certaine façon, moi, pour le mesurer dans les enquêtes que je mène, les jeunes, ils sont demandeurs de ça. Le service civique a eu un succès absolument énorme. Beaucoup de jeunes sont en service civique, il y a plus de demandes que de postes. Et aujourd'hui, alors que pendant des années et des années, les jeunes ne voulaient pas de retour d'un service militaire obligatoire, eh bien aujourd'hui, une majorité de jeunes qui considèrent que oui, pourquoi pas un service militaire obligatoire. C'est-à-dire que c'est derrière aussi ces expériences, c'est aussi des expériences de socialisation collective, d'aventure aussi collective que l'on peut faire dans ces âges de la vie et qui après, effectivement, trouvent moins leur place. Donc, je ne dirais pas qu'on peut obliger à des engagements, mais inciter à des engagements, je pense que oui, ça c'est quelque chose de bien. Enfin, de bien. C'est quelque chose, je dirais, de souhaitable et de profitable, en tout cas, pour les jeunes. Par exemple, tous les jeunes qui ont participé aux expériences de SNU, 90%, quand ils sortent de cette expérience, l'ont trouvé formidable. Quels sont les autres types d'engagements auxquels les jeunes peuvent participer en dehors des associations ? Alors, les jeunes peuvent participer à des associations, enfin s'engager dans des associations, mais très souvent, ce qui est le fait des jeunes, c'est d'organiser des mobilisations autonomes, spontanées, qui quelquefois ne sont pas très durables, qui peuvent les mobiliser à un moment donné sur une cause, où ils utilisent effectivement de ce point de vue-là les réseaux sociaux, les outils numériques qui renforcent finalement les potentiels de mobilisation. Mais au fond, il n'y a pas, je dirais que les jeunes aujourd'hui, leurs engagements sont assez diversifiés. Il y a une grande liberté et une grande méfiance aussi en même temps par rapport aux organisations qui existent déjà. Alors c'est vrai qu'il y a moins de méfiance vis-à-vis des associations que vis-à-vis des partis politiques ou des syndicats, mais malgré tout, ce n'est pas le vecteur d'engagement qu'ils peuvent privilégier. Il y a un chercheur qui travaille sur ces questions d'engagement qui s'appelle Jacques Yon depuis maintenant longtemps et qui a développé ce concept d'engagement post-it. C'est-à-dire il peut y avoir des engagements très forts de jeunes à un moment donné sur une cause où tout le monde se retrouve dans la rue, des fortes mobilisations,
et puis qui, une fois que cette mobilisation a été portée, une fois éventuellement qu'elle a pu déboucher sur une réponse, eh bien, elle n'est pas forcément suivie d'engagement plus concret, ou en tout cas d'engagement dans un cadre plus institutionnel, même au sein d'associations. Donc voilà, c'est aussi dans ce cadre plus ouvert, plus expressif, plus individualisé que se font les engagements des jeunes. Y a-t-il d'autres freins que nous n'aurions pas encore évoqués qui empêcheraient l'engagement des jeunes? A l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être fait pour le favoriser? C'est une question difficile. Ce qui pourrait être fait pour favoriser l'engagement des jeunes, je pense que c'est une plus grande reconnaissance sur l'utilité sociale des jeunes, sur ce que les jeunes générations peuvent apporter à la société dans laquelle ils prennent place. Et c'est vrai que la France, de ce point de vue-là, est pas un pays qui manifeste une grande reconnaissance de l'utilité sociale de sa jeunesse. Très souvent, les jeunes disent qu'ils ne sont pas assez reconnus par rapport aux initiatives qu'ils peuvent prendre, par rapport au fait qu'ils sont responsables. Et c'est vrai... c'est vrai, par exemple, pour les jeunes qui rentrent dans le travail, dans l'emploi. Il y a vraiment toujours cette idée de n'être pas reconnus à la hauteur des compétences qu'ils peuvent apporter ou des initiatives qu'ils peuvent avoir. Donc je pense que ce qui faciliterait davantage l'engagement, sans doute, c'est de témoigner dans les différents secteurs de la société, que ce soit le secteur institutionnel, politique, le secteur de la connaissance, le secteur professionnel, le secteur économique ou artistique, etc., de plus de confiance envers les jeunes générations. Ça, je crois que c'est quelque chose qui favoriserait sans doute l'engagement, mais l'engagement qui n'est pas en berne, comme je l'ai dit, puisque malgré ça, eh bien les jeunes quand même font preuve d'engagement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer dans le regard, dans le regard que les générations portent les unes sur les autres. Et je crois que si il y a nécessité de davantage reconnaître la jeunesse pour son utilité sociale, je pense qu'aussi, de la part des jeunes, tenir compte des générations plus anciennes, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'un dialogue doit plus étroit, plus constructif, doit pouvoir se nouer entre les générations. Je crois que c'est ça aussi qui permettra des engagements plus confiants. Pour conclure, restez-vous optimiste à l'égard de l'engagement des jeunes générations? Complètement, oui. Je suis optimiste parce que, effectivement, c'est du côté des jeunes générations que peut s'inventer, ou en tout cas se renouveler, le futur, au fond. C'est finalement les jeunes générations qui vont trouver les clés d'entrée dans un futur qui s'annonce assez complexe, puisqu'on est dans une période quand même de forte transition, de transition au plan scientifique, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va produire? On est aussi dans un moment où, par exemple, on ne sait pas ce que seront les 85% des métiers de 2030. 2030, c'est bientôt. Donc on est quand même dans une période où il y a beaucoup d'inconnus. Bon, l'inconnu climatologique, environnemental, on en a parlé, mais aussi les inconnus liés à toutes les reconfigurations des enjeux géopolitiques, économiques à l'échelle du monde. Bref, il faudrait en faire tout le déroulé. Donc je pense que les jeunes générations là ont une grande responsabilité au fond, parce que je pense que nos générations n'ont pas les réponses. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que on ne trouve pas beaucoup de discours chez les responsables politiques qui offrent des visions de l'avenir. Et on est dans un moment de blocage en termes de projection. Et c'est assez difficile. Donc pour lever ce blocage, je pense que ce sera votre travail à vous. C'est vrai. Merci beaucoup Anne Muxel pour le temps que vous avez accepté de nous accorder aujourd'hui. Je rappelle que vous venez de publier l'ouvrage Jeunesse engagée aux éditions Presse de Sciences Po, coécrit avec Martial Foucault. Et je remercie Gabriel, Rodrigue, Marius, Inès et Ava pour leur présence, Élise Crambe pour le logo, Thomas Albessard pour la musique de l'émission, Nathalie Anton qui nous a aidés à construire ce projet, et l'école alsacienne sans qui il n'aurait pas pu exister. À bientôt. À bientôt. À bientôt.